Chapitre 272, il a déjà fait un pas. 2. Waouh! Nous avons encore gagné. Les ennemis battent en retraite. Les soldats de la forteresse du baron Valois poussèrent de grands cris de joie en regardant les troupes d'Amélia se retirer. Cela faisait déjà plusieurs mois que la guerre avait commencé. Bien qu'ils n'aient qu'une force de 1000 hommes, ils avaient réussi à contenir l'armée d'Amélia de 5000 hommes. Les soldats du baron Valois étaient connus pour être une force d'élite avant même cette guerre. À chaque victoire consécutive, leur morale montait de plus en plus haut. Rarara. Ce n'était que des paroles, mais l'armée de Répoldé s'est avérée n'avoir rien de spécial. Une femme à la tête d'une armée ici dans le nord. Ces hommes pourraient aussi bien leur couper la virilité. Ne l'ont-ils pas déjà fait? C'est pour ça qu'ils se battent si timidement, comme des petites filles. Pourquoi sont-ils venus ici? Pour jouer à la maison? Rarara. Ils riaient et se moquaient des forces de Répoldé en retraite, débordant de confiance dans le fait qu'ils ne perdraient jamais. Après tout, si leur adversaire était en nombre, leur chef était un seigneur nouvellement nommé sans expérience de la guerre, une simple femme en plus. Cependant, le seul à ne pas se joindre au rire était le baron Valois, le seigneur de la forteresse. Son expression restait sombre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi attaquent-ils si timidement? Ne sont-ils pas venus ici pour me forcer à me rendre et à tuer le jeune seigneur d'Even? Au début, le baron Valois avait également sous-estimé Emilie. Après tout, ses attaques avaient été si facilement repoussées par ses forces. Mais à mesure que la bataille se prolongeait, ses véritables intentions devinrent de plus en plus claires. Emilie lançait délibérément des offensives faibles et timides, comme si elle essayait de gagner du temps. La preuve en était l'état de son armée. Le nombre de troupes de Répoldé sur le terrain était resté pratiquement inchangé depuis le début. En d'autres termes, elle n'avait subi presque aucun dommage. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle prépare. Quel est son objectif? Ses forces étaient plus de 5 fois plus importantes que les siennes. S'il décidait d'accepter des pertes et de lancer une attaque tous azimuts, il n'avait aucune garantie de les arrêter. Et pourtant, il ne faisait que jouer avec lui, s'engageant dans des escarmouches qui n'aboutissaient à rien de substantiel. C'était déconcertant. Nous avons suffisamment de provisions pour tenir le coup pour l'instant. Nous pouvons tenir encore un peu. Je ne comprends toujours pas pourquoi le comte Fanry nous aide, cependant. Le baron Valois avait reçu une énorme cargaison de provisions avec Deven du domaine de Fanry. Grâce à cela, il n'y avait aucun problème d'approvisionnement en nourriture. L'explication donnée était qu'il s'agissait d'un geste d'amitié. Cependant, dans des moments comme ceux-ci, il était rare qu'une telle générosité soit sans condition. Le baron Valois n'était pas assez naïf pour croire le contraire. Qu'a-t-il à gagner en nous aidant? Tandis qu'il réfléchissait à ses pensées, le baron Valois sortit une lettre froissée de l'intérieur de son manteau. C'était la lettre qu'il avait reçue avec les provisions de Guilain. Quoi qu'il arrive, ne quittez jamais la forteresse pour vous battre. Même si une opportunité semble se présenter, ce n'en est pas une. Il n'arrivait toujours pas à en comprendre le sens. Jusqu'à présent, il s'était retranché dans la forteresse, se défendant contre les attaques. Quelle sorte d'opportunité pouvait bien en découler? Et pourquoi une telle opportunité n'en serait-elle pas une? Il avait beau y réfléchir, ces mots lui semblaient absurdes. Mais en même temps, il ne pouvait les ignorer d'emblée. Le comte Fanry est l'étoile montante du Nord. Il a même vaincu le comte Cabaldi sans difficulté. Les exploits accomplis par Guilain s'étaient déjà répandus aux 4 coins du monde, devenant une légende. N'ayant jamais rencontré Guilain en personne, le baron Valois ne parvenait pas à déterminer si l'homme avait vraiment une extraordinaire prévoyance pour voir l'avenir ou s'il débitait des bêtises pour paraître impressionnant. Le baron Valois n'était pas le seul à être perdu dans ses pensées. Dans le camp d'Amélia, la frustration et le mécontentement avaient commencé à monter parmi ses subordonnés. Madame, non, comtesse. Bon sang, pourquoi ne pas les écraser tout de suite? Laissez-moi aller leur fracasser la tête. Pourquoi perdons-nous notre temps avec ces bâtards? Vulcain, toujours aussi colérique, serrait fermement sa massue en criant. Il pouvait à peine retenir sa colère face aux railleries incessantes des troupes valois. À ce moment-là, il n'avait qu'une envie, escalader seul les murs de la forteresse et les massacrer tous. Mais malgré l'explosion de colère de Vulcain, Amélia lui fit signe de partir avec une expression calme et désintéressée. Silence. Tu me donnes un mal de tête? Miaou. Basse-Tête agita sa patte dans les airs comme pour dire à Vulcain de la baisser également. Argue. Vulcain ne pouvait cacher sa frustration. Il ne comprenait pas pourquoi l'attitude d'Amélia avait soudainement changé. Au départ, elle avait prévu de capturer rapidement la forteresse de Valois. Mais à la mi-mars, elle reçut une certaine nouvelle et changea brusquement de stratégie. Le comte d'Esmond a émis un décret de mobilisation militaire.
Depuis lors, il se comportait comme s'il était en promenade tranquille, ne faisant rien d'autre que passer le temps. Les provisions étaient abondantes, donc maintenir leur position n'était pas un problème. Cependant, ses subordonnés, qui ne connaissaient pas la raison de ses actions, étaient de plus en plus irrités. Plusieurs d'entre eux proposèrent à plusieurs reprises de lancer un assaut à grande échelle pour mettre fin aux choses, mais Emilie rejeta à chaque fois l'idée. Puis, un jour, elle donna un nouvel ordre. Reculer un peu l'armée et creuser des pièges tout autour de la zone. Ordonner à l'armée de battre en retraite et de creuser des pièges tout autour de la zone était un ordre déconcertant. Aucun de ses subordonnés ne pouvait comprendre les intentions d'Amelia. En fin de compte, Bernhardt, captant les regards désapprobateurs de tout le monde autour de lui, n'eut d'autre choix que d'avancer. Quelqu'un devait prendre en charge l'irritation d'Amelia, et Bernhardt, déjà habitué à cela, s'est porté volontaire. Madame, ne sommes-nous pas en plein siège? Le baron Valois ne semble pas vouloir sortir de sa forteresse. Et il n'y a plus personne pour l'aider non plus. Le seul qui pourrait intervenir est le comte Fenry, mais même lui doit savoir que le comte Desmond mobilise ses forces. Peu importe son audace, il ne bougera pas. Miaou. Bastet poussa un grand cri, lançant un regard féroce à Bernhardt. C'était comme si la créature le réprimandait pour avoir osé remettre en question les ordres d'Amelia. Bon sang, pourquoi ce foutu chat nous suit-il au combat, juste pour me tourmenter? Alors que Bernhardt tremblait de frustration, Emilie parla avec dédain, comme si cela ne valait pas la peine d'expliquer. Nous avons traîné trop longtemps. Quoi? Bientôt, quelqu'un commencera à nous sous-estimer. Quand ce sera le cas, nous devrons en profiter pleinement. Le baron Valois finira par quitter sa forteresse, et quand il le fera, nous le tuerons. Comme toujours, Emilie regardait plusieurs pas en avant. Mais peu importe les efforts de Bernhardt, il ne pouvait pas suivre le fil de ses pensées. Le seul qui semblait comprendre était Conrad, connu pour son esprit vif. Il hocha la tête en signe d'accord, saisissant clairement ses intentions. Voyant cela, Vulcain et Caleb, ne voulant pas paraître désemparés, hochèrent également la tête. Bernhardt, pris dans l'ambiance, fit semblant de comprendre et hocha également la tête. Emilie laissa échapper un petit moqueur devant leurs gestes synchronisés avant de se tourner vers Conrad pour lui poser une question. Et Desmond? Il a envoyé un autre décret de mobilisation. Il a ordonné que le baron Valois soit traité plus tard. Sa priorité est le comte Fenry. Emilie fronça les sourcils un instant à cette nouvelle. Pourquoi ferait-il cela soudainement? Est-ce la volonté de la famille ducale? Prévoit-il de déclencher une guerre civile dans le nord alors que l'armée du royaume surveille de si près? Je n'en suis pas sûr. Pour l'instant, il n'y a aucun signe que la famille ducale se prépare à un conflit interne. Emilie avait accès à des informations plus détaillées sur le comte Desmond que sur la faction royaliste, car ils travaillaient nominalement ensemble. Cependant, les intentions exactes de la famille ducale restaient floues puisque Desmond agissait toujours comme intermédiaire entre eux. Après un bref moment de réflexion, Emilie reprit la parole. Pour l'instant, attendons encore un peu. Les excuses pour retarder les choses continueront de toute façon. Conrad baissa légèrement la tête et demanda prudemment, pensez-vous qu'il prévoit vraiment de déclencher une guerre civile dans le Nord? Ce n'est pas impossible. Beaucoup de choses ont mal tourné à cause de ce bâtard de Guillain. Mais il y a quelque chose d'étrange dans tout ça. Pourquoi commencer par le Nord? L'armée du royaume surveillait de près le comte Desmond. Un conflit simultané sur plusieurs fronts pourrait avoir du sens, mais commencer ici dans le Nord ne ferait qu'accroître inutilement la vigilance de la faction royaliste. Harold était un homme prudent, quelqu'un qui adhérait toujours strictement aux ordres de la famille ducale. S'il agissait, c'était probablement parce que la famille ducale lui avait donné des instructions spécifiques. Un homme comme Harold n'agirait pas de manière imprudente de son propre chef. Il n'y avait tout simplement pas assez d'informations pour comprendre pleinement la situation. Alors qu'Amelia continuait à délibérer, Conrad ajouta ses réflexions. Le comte Fenry ne sera pas capable de gérer Desmond. Il y a des rumeurs selon lesquelles il rassemble des troupes à grande échelle, mais la différence de puissance est encore trop grande. Eh bien, grâce à cela, notre situation s'est améliorée. Bien que les détails restent flous, Desmond ciblant Fenry était favorable à Emilie. Plus Guillain se battait, plus Desmond subirait de dégâts. Emilie avait toujours été douée pour s'adapter aux circonstances. Maintenant, elle prévoyait d'exploiter la situation pour maximiser ses gains. Que Fenry ou Desmond sortent victorieux, tous deux subiraient inévitablement des pertes. Lorsque l'un d'eux était battu et épuisé, une trahison soudaine pouvait porter un coup dévastateur. Avec un sourire cruel, Emilie conclut, nous devons juste balayer le petit poisson pendant que les deux se battent et attendent. Cela devenait une situation très favorable pour elle. Astérisque astérisque astérisque. Yaa.
Le domaine de Fenris résonnait du rugissement constant des soldats. L'armée était entièrement composée de volontaires qui s'étaient rassemblés pour protéger le domaine, et leur morale était au plus haut. Il est intéressant de noter que le roi Pillard du Nord et ses 40 voleurs disparurent dès que la campagne de recrutement fut terminée. Le consensus parmi les troupes était qu'il avait fui parce que l'armée était devenue trop grande. Guillain regardait les soldats s'entraîner avec un sourire satisfait. Bien. Excellent. Ils sont même meilleurs que des chevaliers. Le programme d'entraînement mis en place par Guillain et Gillian était loin d'être facile pour les gens ordinaires. Pourtant, les soldats grinçaient des dents et l'enduraient. Leur détermination inébranlable découlait d'une croyance commune, personne d'autre ne protégerait ce domaine si ce n'était eux. Guillain avait une grande admiration pour une telle détermination. Bien que les soldats individuels puissent être insignifiants, ensemble, leur volonté combinée pouvait forger une force immense. Malgré la dureté de l'entraînement, aucun des soldats ne regrettait de s'être porté volontaire pour cela. J'avais entendu les rumeurs, mais maintenant que je suis payé, ce n'est plus une blague. Et la nourriture? Elle est d'un autre niveau. Ils servent la meilleure viande et le meilleur pain. Regardez cette armure. N'ai-je pas l'air d'un vrai chevalier maintenant? Avec des avantages et un traitement incomparable à ceux des résidents des autres domaines, il devenait beaucoup plus facile pour les soldats de persister. En particulier, l'armure calme et argentée était devenue un symbole des forces du domaine. Grâce à la productivité élevée du domaine, chaque soldat était équipé d'un équipement équivalent à celui des chevaliers des autres territoires. C'était un équipement si cher que les roturiers n'auraient même pas rêvé de poser les yeux dessus. Naturellement, ces excellents avantages et privilèges renforçaient leur fierté. Alors que les soldats affichaient un enthousiasme inébranlable, un effet d'entraînement se propageait aux chevaliers qui étaient moins engagés et avaient été enrôlés à contre-cure. Pourquoi diable ne vous entraînez-vous pas plus dur? Soudain, Guillain fit irruption dans le terrain d'entraînement, et les chevaliers se retrouvèrent à nouveau dans de graves ennuis. Dernièrement, leur seigneur avait pris l'habitude de se présenter sans prévenir et de recourir d'abord au poing. Argue. Mon seigneur. Pourquoi nous explosez-vous encore? Nous nous sommes entraînés dur aussi. Nous aidons même à entraîner les soldats. Vous ne nous voyez pas cracher du sang. Nous sommes épuisés à mort ici. Les chevaliers insistaient sur le fait qu'ils faisaient de leur mieux, mais en vérité, ils étaient devenus plus paresseux qu'avant. Cela s'expliquait en partie par le sentiment de supériorité qu'ils ressentaient en entraînant les soldats, mais la cause principale était la nouvelle armure brillante qu'ils avaient reçue. Le fait de porter un équipement bien supérieur à leurs compétences réelles leur donnait un faux sentiment de sécurité. Mec, avec cet équipement, je me sens comme un chevalier de haut niveau. En portant ça, ce n'est pas comme si j'allais mourir de sitôt, n'est-ce pas? Je pourrais probablement abattre la plupart des chevaliers moi-même. J'ai l'impression que je pourrais tuer 1 millier de soldats à moi tout seul. Ce genre de pensée affectait naturellement leurs routines d'entraînement personnel. Guillain, bien conscient de cette complaisance, refusait de laisser les chevaliers seuls, même un jour. Si vous ne comptez que sur votre armure, vous allez vous faire tuer. Sans assez de mana, vous ne pourrez même pas l'utiliser correctement. L'armure nécessitait du mana de son utilisateur pour activer ses capacités. Mais pour des chevaliers à moitié cuits, utiliser correctement l'armure était impossible. Il était évident qu'ils s'épuiseraient rapidement, et s'ils ne s'entraînaient pas assez dur, leur vie aurait essentiellement une date d'expiration. Guillain n'avait donc pas d'autre choix que de les pousser plus loin. Si vous vous relâchez, je vous enverrai dans les montagnes de l'ombre. Gardez cela à l'esprit. Compris? Arrête de nous tourmenter maintenant. Bien que contrairement aux soldats volontaires, les chevaliers, à contre-cure ou non, ont fini par s'entraîner dur sous la surveillance impitoyable de Guillain. Pendant ce temps, Claude et les autres serviteurs étaient profondément absorbés par la préparation de la guerre. Ils inspectaient tout méticuleusement, s'assurant que rien n'était oublié et élaborant des plans d'urgence pour les crises inévitables. Alors que le Seigneur respirait la confiance dans la victoire, les serviteurs les plus pragmatiques devaient réfléchir à la manière de réagir si le pire se produisait. La plupart pensaient que si une guerre civile éclatait, le comte d'Esmond ciblerait leur domaine en premier. La rancune qu'il leur en voulait n'était pas une mince affaire. Un jour, Claude, fixant intensément une carte, se tourna vers Wendy et lui parla avec une expression sérieuse. « Wendy, tu veux t'enfuir avec moi? » « Quoi? Je ne pense pas pouvoir m'échapper seule dans ma ville natale. Tu es douée pour te battre, n'est-ce pas? Protège-moi. Si j'y vais seule, je serai probablement volée et tuée en chemin. » Wendy lui lança un regard de mépris absolu alors qu'il prenait soudain une expression pitoyable, la suppliant. Imperturbable face à son dédain, Claude cria dramatiquement, « Si la guerre civile éclate, le comte d'Esmond et les nobles de la faction ducale se précipiteront tous ici. Même le Seigneur ne pourra pas gagner. S'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre.
Je m'en fiche désormais. Comment sommes-nous censés battre la faction ducale? Et le comte Desmond? J'ai dû être fou pour penser que nous pourrions gagner contre lui. Il était facile d'oublier combien de rancune le domaine avait accumulé. Claude, pour sa part, regrettait profondément de ne pas avoir fui plus tôt. Les serviteurs, bien sûr, étaient bien conscients du palmarès impressionnant de leur seigneur, de sa capacité à se battre et de la série de victoires qu'il avait remportées jusqu'à présent. Cependant, le comte Desmond était un adversaire d'un tout autre calibre. Son territoire n'était pas considéré comme le plus fort du Nord pour rien. Ce n'était pas seulement une question de nombre, ses chevaliers et ses soldats étaient réputés pour leur habileté et leur discipline exceptionnelle. Ainsi, alors même qu'ils s'affairaient à préparer la guerre, les serviteurs ne pouvaient s'empêcher de sentir la tension les ronger. Cette fois, même le Seigneur pourrait avoir du mal. Nous avons fait des prédictions et nous nous sommes préparés autant que possible, mais Desmond est trop fort. Si une guerre civile éclate vraiment, pourrons-nous même gagner? La plupart d'entre eux partageaient des pensées similaires. Jusqu'à présent, ils avaient été emportés par la croissance rapide du domaine et n'avaient pas pleinement saisi la gravité du danger imminent. Mais maintenant que la guerre semblait imminente, leurs inquiétudes grandissaient de jour en jour. Claude, en particulier, avait déjà essayé de s'enfuir à plusieurs reprises, pour être immédiatement rattrapé et ramené par Wendy. Le poussant en avant d'une main ferme, Wendy dit, « Concentre-toi d'abord sur une bonne préparation. Préoccupe-toi de la façon de t'échapper après avoir perdu. De plus, ce n'est pas comme si nous allions mener cette guerre seuls. L'armée du royaume nous aidera. Ils me couperont la tête dès que nous aurons perdu, » gémit Claude. Alors fais en sorte que nous ne perdions pas. Malgré les plaintes de Claude, Wendy ne s'y a pas. Officiellement, Claude détenait le titre de surveillant en chef, mais au sein du domaine, il était traité comme l'esclave personnel du seigneur. Bien qu'il soit techniquement le deuxième personnage le plus puissant du domaine, il était en réalité au plus bas de tous les autres points. Les larmes aux yeux, Claude n'eut d'autre choix que de se lancer dans les préparatifs de guerre. Astérisque astérisque astérisque. Alors que le domaine était occupé par l'entraînement et les préparatifs de guerre, quelque chose d'inattendu se produisit. Soudain, des émissaires de plusieurs seigneurs du Nord arrivèrent, tout cherchant une audience avec Guilain. Ces émissaires forcèrent pratiquement le passage pour le rencontrer. Après les formalités de politesse habituelles, ils en vinrent rapidement au fait. Nous venons du domaine de Zimbar. Je suis ici pour remettre une excellente proposition au comte au nom des autres seigneurs. Et qu'est-ce que c'est? L'expression de Guilain resta indifférente, son désintérêt évident. L'émissaire serra les poings fermement, luttant pour contenir son irritation. Le manque de respect du jeune seigneur était notoire, mais le savoir ne le rendait pas moins exaspérant. Il y avait pourtant quelque chose à gagner ici, alors l'émissaire ravala sa fierté. De toute façon, perdre son sang-froid ne lui aurait pas fait beaucoup de bien. Avez-vous envie d'étendre votre territoire? Nous sommes là pour vous aider dans cette entreprise. Bien qu'ils soient issus de domaines relativement mineurs, ces émissaires représentaient pas moins de 6 territoires. Ensemble, ils pourraient rassembler une force importante. En entendant leur offre, l'expression de Guilain changea légèrement, son intérêt piqué. À en juger par le fait que vous êtes tous ici ensemble, il semble que vous ayez déjà décidé où attaquer. Alors, qui est la cible? Prenant une profonde inspiration, l'émissaire laissa un sourire significatif se dessiner sur son visage avant de répondre. Répoldé. L'usurpatrice Omilie, qui a violé les traditions du Nord, s'est rebellée et a chassé son père et ses frères. Nous proposons de l'attaquer ensemble. Guilain regarda les émissaires avec un visage plein de dérision et laissa échapper un rire moqueur.